Alors, merci à tous. Merci aux organisateurs de ce colloque, à tous ces philosophes qui ont pris le risque d'inviter un géographe, en particulier Thomas, que j'ai tenté pendant des années de convaincre que la philosophie ne servait pas à grand-chose, ça ne servait pas de la géographie. Et il l'a reconnu, parce qu'il sait très bien que les présocratiques et Aristote ont d'abord interrogé la Terre, avant d'essayer de comprendre la nature et tout le reste. Donc, on me donne 20 minutes pour expliquer cela. Comment et pourquoi. Alors, comme certains d'entre vous le savez, je suis d'abord concrètement intéressé dans les enjeux agricoles. Alors, je vais m'intéresser surtout aux questions d'agriculture pour développer un petit raisonnement autour de cette interrogation. Je vais commencer simplement par vous mettre un résumé de ce que je vais vous dire, très provocateur. Et ce qui va me rester comme temps, ça va être pour expliquer un peu ce qu'il y a là. Je vais le lire avec vous, là, en le commentant brièvement, puis ensuite je vais reprendre les points, ce qui m'apparaissent essentiels. Bon, vous savez sans doute que le titre que j'utilise s'inspire d'un livre assez solide qui est paru en 2007 par un journaliste très, très dynamique français qui écrit pendant longtemps pour Le Monde, mais il était beaucoup trop, on va dire, intelligent pour rester avec Le Monde très longtemps. Il a quitté après avoir fait ce livre-là, Comment les riches détruisent la planète, en 2007, Hervé Kempf. Alors moi, je dis en surconsommant et en gaspillant, parce que c'est la meilleure façon d'assurer la reproduction du modèle dont ils sont les principaux bénéficiaires. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Ils ont donc tout intérêt, les riches, parce qu'une proportion sans cesse croissante des habitants de la planète cherchent consciemment ou non à faire comme eux, c'est-à-dire à surconsommer et surtout à gaspiller. Si vous ne savez pas encore de quoi je parle, inquiétez-vous pas, je vais vous donner des exemples concrets. Car plus l'on surconsomme et gaspille, plus l'on détruit la planète. En conséquence, sa reproduction, ou si l'on préfère sa fertilité, bref, les écosystèmes sont tellement mis à l'épreuve qu'ils ont peine à suivre. Ils déclinent même, ils dépérissent, ils perdent littéralement du terrain, telles les forêts ambrophiles, vous savez, les grandes forêts tropicales qu'on fout en l'air sous prétexte qu'il faut cultiver plus de terre, sous prétexte qu'on ne produit pas assez de nourriture sur la planète. Ce qui est faux, là, je vais y arriver dans un moment. Ce qui, pour la grande entreprise, peut s'avérer une formidable affaire, une aubaine. Détruire la nature, c'est une aubaine. Vous allez dire, je suis cynique, mais là aussi, vous allez voir, je ne suis pas tant que ça. Je vais vous donner des exemples concrets. En effet, plus nous surexploitons notre poule aux œufs d'or, qui est aussi notre demeure, notre habitat, notre oikos, notre domus, bref, la Terre, plus celle-ci a peine à se reproduire, à se reconstituer, et plus nous avons besoin, donc, de remplacer ces multiples services par des services plus payants. On a parlé tout à l'heure de la conception utilitariste de la nature. Moi, je veux beaucoup plus clair, la conception marchande de la nature. Payant, du moins pour certains. Cela comprend notamment le recours massif aux engrais industriels, à toute la machinerie, au pétrole et tout ce que vous voulez pour faire marcher l'agriculture. Ceci permettant à qui de droit, c'est-à-dire aux multinationales, d'abord de la pétrochimie, parce que j'espère que vous savez que les engrais industriels sont d'abord et avant tout tirés du pétrole et surtout encore plus du gaz naturel, de la pétrochimie et de l'agriculture, par exemple Nestlé, Monsanto, Walmart, etc. Donc, d'accumuler plus d'or. De la véritable alchimie. On est enfin parvenu à réécrire le corpus alchemicum des anciens. En fait, ce sont les Arabes d'abord, y compris en faisant la table rase de leur sagesse, tout comme de celle des peuples autochtones. Bon, et là, je vais détailler ça autour de ces 5 points-là. Il me reste 15 minutes. Bon, de l'utilité de la réduction de la biodiversité et de l'érosion génétique. C'est là que je suis très cynique, là. Vous savez, on documente de plus en plus combien il y a effectivement une réduction de la biodiversité dans tous les écosystèmes, qu'il s'agisse des forêts tropicales, qu'il s'agisse des mers, qu'il s'agisse des plantes cultivées, etc. Et de la réduction génétique aussi par le recours à la chimie, aux OGM. Pourquoi est-ce que je dis que c'est utile? 3-4 chiffres. Au cours de l'histoire, il y a 7000 espèces de plantes comestibles qui ont été cultivées. On connaît, dans l'histoire du monde et de l'agriculture, 7000 espèces comestibles.
Elles ont été réduites au pas de charge, surtout au 20e siècle, ce qui fait qu'au début de ce siècle-ci, il en restait, à la fin du 20e, il en restait 1500. À l'heure où on se parle, il y a 30 espèces végétales qui assurent 95% des calories et des protéines d'origine végétale, y compris celles qui sont destinées à l'élevage. Elles sont plus importantes que celles qui nous sont destinées, je vous signale. Les bestioles qu'on élève mangent plus que nous, les bovins en particulier. Dont 10 plantes, on est parti de 7000, sont responsables à elles seules de 75% des protéines consommées sur la planète par nous et les animaux qui nous nourrissent, ou dont on se nourrit plus exactement. 4 d'entre elles, le maïs, le blé, le riz et le soja, mais non pas le soya, comme les gens disent, le soja, sont largement contrôlés par les entreprises multinationales, comme vous le savez, notamment celles que je viens de mentionner. Il y en a quelques autres, comme le sorgho, le mil, les patates douces, canne à sucre, betterave, banane. Ça fait 8. 4, ça fait 12. Avec tout ça, vous nourrissez la planète. À quoi est-ce que je veux en venir? C'est que plus on réduit le nombre de types de cultures, plus il est facile de contrôler leur production et surtout les conditions de leur production, c'est-à-dire ce dont elles ont besoin pour croître, ces plantes-là. Vous savez que, par exemple, il y avait, je ne sais plus combien, là, je veux dire un chiffre un peu arbitraire, il y avait 150 types de pommes qui étaient cultivées ici il y a un siècle et demi. Maintenant, il y a une demi-douzaine de pommes qui sont cultivées. C'est plus simple, vous savez pourquoi, je ne vais pas entrer dans les détails, ça se monopolise une production. Quand il y a 250 producteurs qui produisent 250 types de plantes, on ne peut pas monopoliser leur production. Si on leur dit, vous avez tous besoin du même engrais parce que vous produisez tous la même pomme, vous avez tous besoin des mêmes insecticides, des mêmes pesticides, on peut monopoliser. OK? Bon. La réduction de la biodiversité a cela comme principal objectif. Je ne dis pas qu'il y a un complot, puis qu'il y a des gens chez Monsanto ou chez Walmart qui se disent ben, il faut réduire le nombre de plantes parce que ça va nous permettre de mieux mettre en marché nos produits, notre camelote, notre pétrole, parce qu'encore une fois, le pétrole, ça sert à faire de l'engrais. Hein? Non. Mais concrètement, c'est ce qui se passe. Et bien sûr, personne n'est dupe. J'espère. Les gens en question ne le sont pas. Monsanto sait très bien que c'est très emmerdant. Si les cultivateurs de France cultivent 12 sortes de blé, ben, ils vont être obligés de mettre au point 10 sortes de pesticides parce que les blés ne sont pas tous attaqués par les mêmes insectes. Donc, ils ont intérêt à s'assurer qu'ils ne produisent qu'un seul blé, qu'ils n'utilisent qu'un seul pesticide parce que ce sont eux qui le produisent, ce pesticide. Bon, je ne prendrai pas d'autres exemples parce que je vais prendre tout mon temps là-dessus. Alors, pourquoi? Pourquoi ça? Parce que ça permet la concentration du contrôle de la production. Ça permet aussi l'expansion de l'industrie de la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle culturel qui est lié à l'industrie de la viande. Je n'ai pas besoin de vous dire d'où ça vient. Ça vient de ce pays qui a l'agriculture la plus puissante du monde et le plus grand menteur de la planète. Bon. La production de la viande, ça nécessite une monopolisation des céréales qu'on fournit au bétail. C'est la meilleure façon de canaliser la production et donc les moyens de production qui sont mis en marché, qui sont vendus, c'est donc de limiter au maximum, de faire que tout le monde mange du bœuf, tout le monde mange du porc, tout le monde mange du poulet, nourri avec quoi? Avec du soja. Le même soja. Parce qu'en passant, c'est la culture qui croît le plus rapidement à l'échelle planétaire actuellement, la culture du soja. Sur les 4, là, et moi je prédis que dans 10 ou 20 ans, la première céréale, je ne sais pas vraiment une céréale, mais ça va être le soja. Alors, je vous signale que le maïs était au 4e rang il n'y a pas longtemps, et le maïs est rendu le premier parce que c'est le maïs et le soja qui sont les principaux aliments que nous utilisons pour nourrir à peu près tout, y compris les saumons élevés, les saumons d'élevage. Bon, ça c'était le premier point. Pourquoi la grande agriculture mondialisée? Bon, ça je vais être un peu plus rapide. Bon, parce qu'elle permet de faire ce que je viens de dire en socialisant et en externalisant les coûts. Vous comprenez ce que je veux dire par socialiser et externaliser? C'est que la grande agriculture ne paye pas ses coûts. On nous vend une poche de crevettes, il paraît que ça se vend chez Walmart, pour, je ne sais pas, ça revient peut-être à 50 cents la crevette. Le coût réel de la grande crevette, je n'ai pas le temps de vous envoyer dans la littérature conseillée, c'est entre 10 à 20 $ la crevette. Vous la payez 10 à 25 cents la crevette. Qui est-ce qui paye le véritable coût environnemental de la destruction des mangroves tropicales qui permettent de produire des crevettes à l'échelle industrielle? Personne. Ou plutôt les sociétés du monde entier, sauf les sociétés multinationales qui font produire des crevettes.
Je pourrais étendre ça à bien d'autres domaines. Le coût véritable de production d'une voiture, c'est 5 fois plus que le prix qui est payé dans les pays industriels. Une Honda Civic, ça coûte 125 000 $ à produire du point de vue écologique. Les calculs ont été faits par les meilleurs économistes de la planète, c'est-à-dire ceux du gouvernement de Singapour, où la Honda Civic se vend 125 000 $. Bon, je vais vite, là. On peut en discuter. Je n'ai aucune difficulté à défendre ces raisonnements-là, pas plus que pour celui des crevettes. 10 à 20 $ la crevette. Qu'est-ce qui se passe? Les grandes entreprises consolident, cassent les prix, ça donne une acceptabilité sociale. Hein? Quand les grandes entreprises détruisent les petites épiceries, quand Walmart détruit tous les petits vendeurs de fruits et légumes et les épiciers du quartier, c'est parce qu'ils cassent les prix. Ces prix, ils ne les payent pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'appui de l'État, parce que l'État accepte son chantage à la création de l'emploi, ce qui est faux. Les grandes entreprises détruisent plus d'emplois qu'elles n'en créent. Bon, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Parce que ça permet une concentration géographique des productions. Je vous rappelle qu'il y a des surplus gigantesques dans le monde industriel agricole et qu'il y a des déficits considérables dans les pays dits en croissance. Hein? J'invente rien, là. Je regroupe des choses que tout le monde sait. Ça permet une concentration financière et bien sûr une concentration sociale de la richesse. Ça aussi, vous le savez, ça se passe à l'échelle planétaire. Ça permet aussi d'asservir l'agriculture et son évolution aux solutions technologiques, industrielles et énergivores. Toutes choses qui sont contrôlées de plus en plus par un nombre restreint d'acteurs. Le pétrole, la consolidation de tout ce qui est chimique, métro, et machin, là, mais il y a des voies, là. Au Québec, là, les pharmacies, c'est un exemple classique, ça. Hein? Bon. Ce qui accentue la destruction de la nature, bien sûr, et de l'emploi. Parce que ça facilite la monopolisation des solutions aux problèmes créés. Bon, toute chose qui accroisse la dépendance et les inégalités et l'accumulation, bien sûr. Troisième chose, les bienfaits du gaspillage. Oh là là, ça. Bon, plus on produit, plus on peut vendre et plus on peut réaliser des profits. Vous me suivez? Hein? Pour vendre plus, il faut que les consommateurs soient au rendez-vous. Il faut le développement. En passant, le développement, là, je refuse ce mot-là. Vous ne l'entendez pas employer, même durable. Ça n'existe pas, le développement durable. On en reparlera en d'autres circonstances. Quoi de mieux que des consommateurs qui surconsomment et qui gaspillent, à un point tel que l'offre conditionne la demande et non l'inverse. Vous savez, les économistes disent toujours, l'offre, elle dépend de la demande. Plus jamais, plus dans nos économies. Nos économies sont conditionnées par l'offre. Avez-vous déjà ouvert votre télé? Êtes-vous déjà entré dans une pharmacie? C'est l'offre, c'est l'offre. C'est l'offre qui conditionne la demande. Meilleur exemple au monde, la production alimentaire. Vous connaissez le discours, y compris celui de la FAO, qu'il faut continuer à accroître la production agricole mondiale, qu'il n'y a pas assez de nourriture dans le monde. Regardez, il y a 900 millions de personnes qui sont sous-alimentées. C'est pas vrai. On produit actuellement, aujourd'hui, pour nourrir 11 milliards d'habitants. Je vous rappelle que nous sommes 7,5 et des poussières à l'heure où on se parle. Hein? Alors pourquoi est-ce qu'on raconte une histoire pareille? Parce qu'on ment. On ment. Ça fait partie du discours bien avant le monsieur en question que j'ai évoqué tout à l'heure. Le mensonge institutionnel, puis là je ne parle pas de complot, la FAO est la source principale des chiffres que j'évoque. C'est la FAO qui dit on produit déjà assez pour nourrir 11 milliards d'habitants, ce que nous ne saurons jamais. Et c'est la FAO qui dit aussi, d'un autre côté, il faut produire plus, il faut continuer à déboiser. Malheureusement, les régions tropicales, il faut les plumer, excusez l'expression, il faut réduire la couverture forestière parce qu'il faut plus de terre. C'est pas vrai. Il y a de la surproduction massive dans les pays industriels, dont le modèle consiste à gaspiller. Vous savez qu'on gaspille, on ne consomme pas 35 % de la production vivrière planétaire n'est pas consommée, elle est gaspillée. Bon, il y a 7-8 façons, là, mais je n'ai pas le temps d'expliquer comment, mais c'est largement dans les assiettes, hein, selon le modèle anglais. Quand on connaît la cuisine anglaise, on comprend. Bon, bref, nous produisons beaucoup trop, et nous gaspillons de multiples façons près du tiers de la production alimentaire mondiale. Pourtant, donc, j'ai dit 900 millions de personnes sont sous-alimentées et plus d'1 milliard sont en état de surpoids et d'obésité. Parce que tout ça relève donc de la désinformation et du mensonge que j'ai déjà à peu près couvert parce que je sentais que je n'aurais pas le temps. 5e point, pour montrer qu'il y a quand même un lien avec le thème essentiel de ce colloque, la question du Nord, la question des Autochtones,
c'est que cette façon dont l'agriculture mondiale se développe, avec tous les problèmes là, énormes que je viens d'évoquer, comment est-ce qu'on règle le problème de la surproduction ici et de la sous-production là, un sujet d'une autre conférence si ça vous intéresse, il faut mettre au pas les gêneurs, c'est-à-dire les petits producteurs. Mieux encore, il faut en réduire le nombre de ces petits producteurs. Vous savez que dans toutes les agricultures, y compris l'agriculture québécoise, la consolidation, tous les petits, tous les faibles, tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'endetter de plus d'1 million de dollars, parce que l'agriculteur québécois moyen est endetté de plus d'1 million de dollars, parce qu'on lui fait acheter de la machinerie, des intrants industriels, etc. Il doit tout ce qu'il utilise. Puis à un moment donné, il est obligé de vendre. De moins en moins, on est rendu, je ne sais plus, à 19 000 agriculteurs ou un peu moins. Et la meilleure façon donc, de les conditionner, c'est de les endetter, si nécessaire, les ruiner. Soyons clairs. C'est ce qui se passe avec l'agriculture du tiers-monde. On ruine les agricultures du tiers-monde sous prétexte qu'on les oblige à accepter les accords internationaux de libre-échange. Le libre-échangisme, c'est une catastrophe. Hein? Il y a des formes de protectionnisme, ceux qui ont utilisé les pays industriels pour assurer leur propre croissance avant d'ouvrir les marchés, qui sont tout à fait justifiables. Mais là, ça aussi, c'est un autre sujet. Ainsi, la part du marché des petits producteurs décline et celle des grands ensembles s'accroît. Hein? La part des marchés agricoles mondiaux des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Australie, du Brésil, du Danemark et je ne sais plus trop qui, là, les 10 premiers producteurs, ne cessent de s'accroître. Bon. Pas parce qu'on crève de faim, nous. Au contraire, on jette le tiers de ce qu'on produit. Bon, le même processus s'est appliqué historiquement aux peuples autochtones. On a refusé de reconnaître leur façon d'utiliser et de vivre dans la nature. Je dis bien utiliser. Vivre avec la nature, mais aussi l'utiliser de façon sage, sans la détruire, en s'assurant qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours en symbiose avec eux. Et moi, les exemples que je connais, ce n'est pas tellement ceux d'ici. Ceux que je fréquente depuis plus d'un demi-siècle, c'est ceux des Autochtones d'Asie du Sud-Est, notamment à Bornéo, dans les montagnes du Vietnam et de Sumatra. Bon. Et où, fondamentalement, on a, à l'échelle historique, comme ici, remis en cause leur mode de vie en disant, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis, hein? On brûle la forêt, on la met en culture, par rotation, on revient aux pans de forêt qu'on a mis à feu, mais au bout de 20 ans seulement, et la fertilité naturelle des sols est assurée que par la reproduction de la forêt. Pas une once, pas un kilo d'engrais chimique d'origine industrielle. Et on pratique ce qu'on appelle ici, maintenant, on est tout content de dire, hey, les agronomes ont redécouvert la permaculture. La permaculture, c'est vieux comme l'agriculture des Premières Nations, en particulier celle donc, du monde tropical et en particulier celle du Sud-Est asiatique. C'est-à-dire, on cultive ce que la terre peut produire et on ne va jamais au-delà de sa productivité. On reconstitue la forêt, on associe les deux ensemble, les deux écosystèmes, l'écosystème forestier et l'écosystème agricole, et on ne demande rien d'autre que ce dont on a besoin. Bon, bien sûr, vous me direz, c'est dépassé, aujourd'hui, il faut faire du commerce, il faut échanger. Sauf que ça ne nie pas le principe fondamental selon lequel il faut que l'on respecte les capacités des écosystèmes. C'est une des premières caractéristiques de la sagesse des Premières Nations. Moi, Jean-Paul Première Nation, pour justement M. Pietachot, qui n'aimait pas le mot autochtone, ben moi, Jean-Paul Première Nation, je crois qu'il l'accepterait. Les Premières Nations, où qu'elles soient dans le monde, ce qui les a caractérisées, c'est ce respect des équilibres. Et aujourd'hui, concrètement, si on regarde par exemple la pêche à la morue, la chasse, telle que pratiquée par les Premières Nations en Amérique, elles ont toujours été pratiquées de façon telle qu'on ne remettait pas en question les équilibres. Puis l'argument démographique, s'il vous plaît, qu'on ne me le sorte pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de monde. C'est pas vrai qu'il y a trop de monde. On produit pour produire, je me répète, plus de 10 milliards d'habitants, puis nous ne sommes que 7,5. Cet argument-là est irrecevable. Il faut accélérer la production, il faut produire plus de nourriture, il faut produire plus de... Puis alors, ça s'applique à tout. Là. Je me suis concentré sur l'agriculture. Mais par exemple, est-ce que nous avons tous besoin d'une voiture? Chacun. Vous imaginez 7 milliards et demi de voitures sur la planète? C'est le gridlock total. On est parti pour cela. La nourriture, c'est la même chose. On se sert de cet argument-là pour, vous savez, détruiser et fermer les yeux. On détruit la planète, on ferme les yeux sous prétexte qu'il y a un besoin. Il faut créer de l'emploi. C'est fou. Il faut de l'austérité. C'est fou. Ce sont, excusez-moi, j'emploie un gros mot, ce sont des mensonges.
L'austérité est un terme mensonger. La preuve, c'est ceux qui la pratiquent, tout d'un coup, ils trouvent 2 milliards de dollars. Oh merde, on a fait trop d'économies, il nous restait en fait 2 milliards. Vous ne savez pas de qui je parle, mais enfin, peu importe. Hein? Ma conclusion, c'est qu'il faut s'inspirer, hein, à l'échelle planétaire, des expériences des peuples qui ont montré, et là je me limite au domaine auquel je m'intéresse le plus, dans le domaine de l'agriculture, comment on peut vivre sans détruire la planète. Voilà, merci.